Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78 du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de ce nouveau journal de la rédaction. Le maire sortant avoisant le Bretonneux, l'UMP Alexis Biette face à la candidature de son ancienne première adjointe Alexandra Rosetti, mais aussi celle de Jean-Louis Tison, conseiller municipal de droite jusqu'en 2008. Des élèves du collège Sainte-Thérèse à Rambouillet viennent de participer au tournage d'un court-métrage pour l'association Laurette Fugain, association qui se bat afin de sensibiliser aux dons de plaquettes et de moelle dans la lutte contre la leucémie. Et puis le don, il en sera aussi question avec nos invités, le docteur Benjamin Zoubert et Pascal Thierret, coordinatrice hospitalière des prélèvements d'organes. Le centre hospitalier de Versailles organise le 19 décembre une projection débat sur ce thème dans un cinéma de Marly-le-Roi. On débute avec l'image du jour et un pique-nique géant organisé rue de Paris à Versailles, à 2 pas du Conseil général et de l'hôtel du département. L'objectif pour les participants, obtenir la survie de leur restaurant administratif. L'association qui gère cet établissement a en effet déposé le bilan. 22 licenciements sont à craindre. La préfecture a déjà apporté une subvention exceptionnelle de quelques 20 000 euros, mais cela n'a pas suffi. Les manifestants demandaient l'ouverture du restaurant à d'autres administrations afin d'augmenter le nombre de clients et donc la rentabilité de cet établissement. Et donc la proposition de la CGT pour retrouver de l'argent et financer, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a que le Conseil général et la préfecture qui financent l'association. Et nous, on voudrait faire entrer à la fois le ministère de l'Intérieur par la police, en tous les cas, la Poste qui mange ici, la mairie de Versailles qui est en face, pour que tout le monde participe au financement et pas que au plateau repas. Pour le moment, les autres administrations ne financent qu'au niveau des agents qui passent réellement. Donc avec tout ça, on pense qu'il y a quelque chose à faire. Et l'administrateur a dit ce matin que par rapport aux trous, sur une dizaine d'années, il faudrait 25 centimes par repas pour garder la structure viable. Autre situation économique difficile, celle de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui affiche un déficit de plus de 5 millions d'euros et ce mardi 17 décembre était une date importante. Cet après-midi se tenait le conseil d'administration pour voter le budget 2014. Une intersyndicale, vous le voyez, composée de représentants des étudiants, de professeurs et de personnel a manifesté en début d'après-midi devant l'UFR des sciences de la santé. Tout un symbole d'ailleurs puisque cette UFR des sciences à Montigny a été réalisée grâce à un partenariat public-privé, un PPP dénoncé aujourd'hui par cette intersyndicale comme responsable notamment de peser lourdement dans les finances difficiles de la faculté. Les manifestants s'inquiètent de lourdes restrictions budgétaires, de la détérioration également de leurs conditions de travail. Ils demandent à la direction de l'université de porter leur parole au ministère pour demander que les postes alloués soient réellement pourvus, qu'un fléchage des moyens pour le premier degré soit identifié et que l'offre de formation ne soit pas réduite. Nous reviendrons sur cette mobilisation qui s'est déroulée à Montigny, le Bretonneux, aujourd'hui devant la faculté de la santé. Le point demain de la suite de ce conseil d'administration, des décisions prises. Politique à voisin, le Bretonneux, une nouvelle liste vient d'être dévoilée, celle de Jean-Louis Tison. Il est en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce sera la 3e liste de droite sur cette commune avec celle du maire sortant, l'UMP Alexis Biette, celle de son ancienne première adjointe, la centriste Alexandra Rosetti, qui souhaite d'ailleurs obtenir le soutien de l'UDI. En revanche, vous ne sollicitez l'investiture d'aucune formation. Pourquoi cette liste de droite centre-droit indépendante ? Alors effectivement, je conduirai la liste de droite et centre-droit qui est la seule véritablement de droite, parce que Alexandra Rosetti se positionne au centre. Où compte-t-elle siéger à la communauté d'agglomération? Avec le PS ou avec la droite, il faut choisir et on attend sa proposition. Vous aviez déjà été maire adjoint en finances. En ce qui concerne Alexis Biette, je crois qu'il est actuellement à l'UMP. Il a dans son équipe le chef de file du MoDem, sa femme, Madame Biette, et effectivement, il y a une confusion, puisque vous savez très bien que le patron du MoDem a voté Hollande en 2012. Donc vous vous revendiquez comme la seule liste de droite centre-droit officielle, hein, c'est ce que vous nous dites ce soir. Absolument, Je tenais à repréciser que vous avez déjà été maire adjoint en finance jusqu'en 2007, et donc dans l'équipe d'Alexis Biette. Pourquoi vouloir revenir aux affaires, et puis pourquoi aujourd'hui cette opposition avec celui qui fut votre allié autrefois? Écoutez, pour répondre à votre question préalable, effectivement, je ne sollicite aucune investiture, parce que j'entends rester indépendant, garder ma liberté de parole et assurer ainsi les intérêts de voisins et de ses habitants. Alors, en ce qui concerne Alexis Biette, les raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés en 2007 sont parfaitement claires. J'ai tenté ma chance en 2008 aux côtés de Joël Lenant. On a perdu, mais je reviens
actuellement en 2014. Vous avez des mots durs envers l'équipe sortante. Excusez-moi, on est pris par le temps. Je voudrais juste avancer sur cet entretien. Vous avez des mots durs envers l'équipe sortante. Tout est à reprendre en matière d'urbanisme. C'est ce que vous nous dites. En matière fiscale également, avec aussi un objectif de 25% de logements sociaux qui est pour vous inatteignable et qui défigure aussi cette ville de Voisins, le Bretonneux. Ce sont là les principaux axes de votre programme? Alors effectivement, il y a une augmentation insupportable des impôts locaux. Il faut remettre de l'ordre dans la maison. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors pour l'urbanisme, effectivement, tout est à reprendre, notamment au centre-ville. Il n'est pas possible d'avoir un système où on a comme seul objectif de construire 25% de logements sociaux. La loi SRU est inapplicable à Voisins, c'est une spécificité de la ville nouvelle. On ne peut pas avoir 25% de logements sociaux. Bien sûr, il faut des logements sociaux, il faut construire des logements, mais on ne peut pas, dans le terrain qui nous reste à Voisins, atteindre cet objectif. Ce qu'il faut développer, c'est plutôt l'identité de Voisins. L'identité de Voisins, c'est sa proximité des espaces ruraux, des espaces naturels, et en même temps la proximité de la grande ville. Et l'urbanisme de Voisins doit refléter cette Donc il faut garder ces deux visages de la ville. Juste une dernière question très brièvement. Vous ne craignez pas que cette nouvelle division de la droite, parce que ce n'est pas une première sur cette ville de Voisins, le Bretonneux, il y aura 3 listes de droite centre-droit. Vous ne craignez pas que cela pénalise finalement la droite dans son ensemble? Non, je ne pense pas, parce que chacun prendra ses responsabilités le moment venu. Merci Jean-Louis Tizon d'avoir été en ligne avec nous, candidat au municipal à Voisins, une liste d'hiver droite. Vous viendrez en plateau le 7 janvier prochain pour le magazine municipal 2014 dès 18h30 en direct. Je vous rappelle que dès janvier, le magazine sera proposé chaque semaine sur notre antenne et puis également une quinzaine de débats à suivre sur les principales communes du département. Ce sera dès le mois de février. Municipal toujours avec le Parti socialiste qui a désigné sa tête de liste pour Versailles. Face au maire sortant, François de Mazières, Isabelle Tisse-Saint-Jean, conseillère régionale universitaire. Elle a aussi été présidente de Sauvons la Recherche, un collectif constitué en réaction à la politique alors du président Nicolas Sarkozy et de Valérie Pécresse, ministre du Supérieur. Ce duel de Mazières-Tisse-Saint-Jean est loin d'être inédit. Les deux candidats se sont déjà affrontés lors des législatives. Autre sujet, l'atelier cinéma du collège Sainte-Thérèse de Rambouillet est à l'initiative d'une action au profit de l'association yvelinoise d'ailleurs, Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie. 45 élèves âgés de 11 à 16 ans ont été sélectionnés pour jouer dans ce court-métrage diffusé au cinéma, comme les grands, dès le mois de juin. Le sujet, le regard des autres face à la maladie. Yolène Thorez et Elodie Moine. Ok, séquence 7, prise 3. Chut. Action. Bon, sortez. Entrez. Excusez-moi, monsieur, je suis en retard, j'ai pas pu aller aux toilettes. Nous sommes en plein tournage au collège Sainte-Thérèse de Rambouillet. 45 élèves de la 6e à la 3e sont les acteurs d'un court-métrage au profit de l'association Laurette Fugain. Lors de cette scène, Chloé arrive en retard en classe et perturbe le professeur de français. Pour la jeune actrice, c'est son tout premier rôle dans un film. Je joue une fille qui est atteinte d'une maladie du sang assez grave et qui est un peu rejetée par tout le monde. Et je suis le personnage principal et je suis la nouvelle. Et, au début, je suis un peu persécutée et puis après, je suis devenue la chouchoute dès que tout le monde apprend que je suis atteinte d'une maladie. Et moi, je ne supporte pas vraiment. Et la prochaine fois que vous arrivez en retard sans motif valable, je vous mets 2 heures de retard, s'il vous plaît. Benjamin a organisé un casting auprès des élèves de l'atelier cinéma qu'il dirige. C'est lui qui a rédigé la base du scénario au mois d'août, puis les élèves l'ont complété. L'histoire évoque le regard et le comportement des autres face à la maladie. Je ne voulais pas raconter quelque chose de dramatique qui traite de la maladie, etc. Je voulais faire un scénario un petit peu humoristique, justement pour détendre un peu l'atmosphère, etc. Alors c'est parti. Allô? Point d'interrogation. Non mais... Allô, virgule, quoi? Point d'exclamation. Nous, on joue le rôle des pestes, des filles qui à la base qui ne l'aiment pas beaucoup, mais après on va changer notre regard sur elle quand on apprend qu'elle a une maladie. Dans l'histoire, le professeur de français est joué par un comédien professionnel. Lui aussi change de regard sur Chloé et devient tout de suite beaucoup plus compréhensif par rapport à ses retards. Excusez-moi, monsieur, je suis en retard, mais qu'est-ce que... C'est pas grave, Chloé. Installe-toi tranquillement. Fin du tournage prévu au mois de février.
Le film sera projeté au cinéma de Rambouillet, mais aussi à Paris dès le mois de juin 2014. L'intégralité des ventes de places de cinéma et de DVD sera reversée à l'association Laurette Fugain. Une diffusion privée au sein du collège est également au programme. Ça tourne. Et nous continuons à parler du don avec les invités de cette édition du 17 décembre. Le docteur Benjamin Zuber, tout d'abord. Bonsoir. Médecin coordinateur, Pascal Thierry, bonsoir à vous également. Coordinatrice hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus du centre hospitalier de Versailles. Un chiffre tout de même pour débuter. 17 627, ce sont les personnes en attente d'une greffe en 2012. Elles étaient 8 733 en 97. Conclusion, il n'y a pas assez de donneurs. Aujourd'hui, votre présence en plateau en témoigne. Il faut expliquer, faire de la pédagogie, c'est important pour inciter les gens à donner, tout simplement. C'est ça? Absolument. D'abord, merci de votre invitation. Effectivement, la greffe d'organes et le don d'organes, c'est tout d'abord une activité croissante. Vous parliez du nombre exponentiel ou presque du nombre d'inscrits sur liste en l'espace de 15 ans. Il y a parallèlement une activité de greffe qui a augmenté, donc la médecine a avancé et a progressé avec un nombre plus important de patients greffés, mais chaque année de plus en plus de patients sont transplantés et sont inscrits sur liste avec une carence et une pénurie de greffons qui va en augmentant effectivement. Je compléterai les chiffres que vous avez donnés avec plus de 5000. Pour la première fois en 2012, on a franchi la barre des 5000 greffes d'organes. Donc c'est bien, mais effectivement, à la fin de l'année, il restait quasiment 10 000 patients inscrits sur liste, si bien qu'il y a 2 tiers des patients qui restent inscrits avec un organe défaillant, avec leur vie donc qui est en danger par cet organe qui ne marche plus. C'est important d'insister, la greffe a fait d'énormes progrès ces dernières années, ça fonctionne très bien, plus de 50 000 personnes sont porteuses d'un greffon fonctionnel en 2012, ce sont des chiffres issus de l'agence de la biomédecine, plus 42% de greffes en 21 ans en France également, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des réticences parce que les gens se disent que finalement donner ça ne va pas servir à grand chose? Quels sont les critères qui expliquent les refus parfois? Je crois malheureusement que le refus s'explique surtout par une absence de positionnement de son vivant, et c'est vraiment là, on va probablement y revenir, mais les campagnes de l'agence de la biomédecine et notre fonction des unités de coordination hospitalière, c'est de sensibiliser les Français à se positionner de leur vivant. S'il leur arrive un accident, sont-ils pour ou contre le don d'organes les concernant leur corps, pour pas que les familles endeuillées, dans un contexte souvent de mort brutale, aient à trancher. Et par défaut, malheureusement, parfois ils disent non, alors peut-être que le patient aurait souhaité de son vivant pouvoir donner ses organes. Alors comment ça se passe justement concrètement? Comment ça fonctionne le don d'organes ou de tissus, sachant que cela repose tout de même sur une loi depuis 1976, sur un principe du consentement présumé? C'est-à-dire si on ne déclare pas son refus, on peut être prélevé? Alors ça, c'est pas aussi simple. C'est ce que dit la loi stricto sensu. Effectivement, la loi, elle est basée, comme vous l'avez très bien dit, sur le consentement présumé. C'est un Français qui ne s'est pas exprimé clairement contre le don d'organes de son vivant, en pratique s'être inscrit sur le registre national des refus auprès de l'agence de la biomédecine, peut être prélevé. En pratique, on comprend bien qu'on ne peut pas passer outre l'information de la famille, et plus que le consentement, c'est essayer de savoir quelles étaient les volontés du malade. Donc c'est interroger, vérifier l'absence de refus du patient de son vivant auprès des proches. Maintenant, quand le patient ne s'est pas créé de son vivant, les proches se retrouvent dans une situation délicate, puisque, in fine, c'est eux qui ont à trancher. Et parfois, ils disent non, nous ne préférons pas, ou non, peut-être qu'ils n'auraient pas, et comme ils n'en ont pas parlé, on préfère dire non. Et ce serait beaucoup plus simple si tous les Français pouvaient se positionner et dire à leurs proches, à leurs frères, sœurs, père, mère ou femme, ce qu'ils en pensent et se positionner. Mais même si de son vivant, un donneur déclare vouloir justement faire ce geste, ce don, si la famille refuse après, ça se passe comment? C'est compliqué, mais c'est rare. Et là encore, je crois que les familles souvent sont quand même tiennent à se porter garant des dernières volontés du patient. Et nous, dans ce cas-là, on essaie effectivement de centrer le débat sur les dernières volontés du patient. Et si elles étaient très clairement en faveur du don d'organes, généralement les familles se plient à ces volontés-là et vont dans le sens des volontés du malade. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous intervenez auprès des familles. Quels sont les mots à employer pour expliquer, faire de la pédagogie? En plus, il faut aller très vite lorsqu'il y a eu le décès. Comment ça se passe concrètement? Votre rôle, chacun sur le terrain? Alors, notre rôle, moi, je suis médecin coordinateur, je suis également réanimateur. Donc, je veux dire, c'est des entretiens qui sont effectivement sinon compliqués, en tout cas importants, et devant faire intervenir à la fois la coordination et le réanimateur. Le réanimateur, dans un premier temps, doit s'assurer que les proches ont bien compris la réalité du décès. Parce que, on ne l'a pas réinsisté dessus, mais les prélèvements d'organes concernent des patients de mort encéphalique, donc les patients ont un cœur qui bat encore,
grâce à la réanimation, notamment la ventilation, qui fait que le cœur bat et continue à rendre viables les différents organes, alors même qu'il n'y a plus aucune vie cérébrale. Donc on doit s'assurer de la véracité, que les proches ont compris l'irréversibilité, la réalité de la mort. Et ensuite on aborde, et ça c'est vraiment le rôle de la coordination, on aborde la recherche de non-opposition auprès des proches. Je vous laisse compléter justement. Alors au niveau des entretiens, c'est vrai que c'est difficile parce que ce sont toujours des circonstances brutales, avec une annonce de décès qui arrive souvent rapidement après l'accident, et nous arrivons derrière avec les médecins pour effectivement parler de don d'organes. Une fois que les proches ont bien compris, c'est pas simple que leur parent est décédé, on aborde le problème du don. En général, on pose directement la question. Mais bon, on n'a pas systématiquement de réponse facile. On laisse du temps aux proches pour réfléchir. Simplement, comme le disait le docteur Zuber, bien souvent, ils ne connaissent pas ce que voulait la personne décédée. Et là, à ce moment-là, on essaye de savoir ce qu'il aurait pu en penser s'il en avait parlé. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de conditionnels. Et dans des circonstances difficiles comme ça, on a souvent des réponses qui « je ne sais pas ce qu'il voulait, je ne veux pas prendre la décision à sa place, je ne veux pas ». Donc il faut mieux agir de son vivant avec cette carte de donneur d'organes et de tissus de l'Agence de la biomédecine qui existe. Également une carte de donneur d'organes et de tissus de l'Association de France La Dot, reconnue d'utilité publique depuis 1978. Et également un passeport de vie de la Fondation Greffe de Vie. Voilà pour tous les éléments si vous souhaitez faire savoir que vous souhaitez donner après votre mort. Et puis la carte Sésame aussi. Aujourd'hui, il est possible avec la carte vitale, la deuxième génération de la carte vitale, de le signaler auprès de son médecin. Pour l'instant, c'est encore en discussion. Pour l'instant, ça n'est pas effectif. Par contre, ce qui est aussi ce serait un plus. Ça pourrait servir. Ça pourrait peut-être servir, mais c'est pas obligatoire. Enfin, moi, ça me semble un peu plus compliqué parce que ce qui compte d'abord, c'est l'information des personnes. Vous savez que les gens peuvent avoir une certaine méfiance en disant oh, je sais pas trop ce que c'est. Je préfère dire non. Alors que, à la base, ce qui est important aussi, c'est de discuter, d'informer les gens, parce que les gens ont encore pour certains, des mauvaises idées par rapport au don d'organes, alors que c'est une chirurgie qui est propre, alors que c'est un acte vraiment tout à fait respectueux par rapport aux défunts. Votre travail porte sur le fait de sensibiliser l'entourage, les familles, on l'a compris, à l'importance de la greffe. Dans ce cadre, il y aura d'ailleurs une projection de donner et recevoir le 19 décembre à 20h30 au cinéma Le Fontenelle de Marly-le-Roi. Vous allez y participer pour animer un débat. D'ailleurs, on va voir des images de cette bande-annonce, de ce film de Michel et Bernard Dalmolin. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus? Que retrace ce film? Ce sont des témoignages? Alors, ce sont des témoignages. L'avantage de ce film, c'est qu'en fait, il repose sur l'humain. Il y a eu quelques films qui ont été faits sur le sujet, mais qui étaient très pratico-pratiques ou avec un côté médical. Là, ces histoires reposent vraiment sur l'humain, sur l'expérience des personnes qui ont accepté le don d'organes, sur des personnes greffées. Et c'est le côté humain qui est très intéressant dans ce film. Et ça peut faire changer les mentalités? Le film déjà rien qu'en lui-même? Ça peut aider à changer les mentalités. Et puis surtout, après, on sera là pour discuter avec les personnes. Le docteur Zuber pourra répondre aux questions par rapport à la mort cérébrale, parce que c'est quand même quelque chose qui est peu connu. Nous serons là pour expliquer comment se fait la prise en charge des proches, comment se fait la prise en charge du défunt, du début jusqu'à la fin. C'est aussi pour rassurer certainement les personnes. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent pour conclure justement à l'issue de ces débats, ces rencontres que vous pouvez avoir avec le grand public? Il y a beaucoup de questions sur la religion, il y a beaucoup de questions sur le rendu du corps. Comment est-ce qu'il va être après? D'ailleurs, on l'entend systématiquement dans les entretiens. Comment est-ce qu'il va être après? C'est vraiment un souci important pour les proches. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, nous en parler. On va juste, pour conclure ce plateau consacré au don d'organes, à la greffe, regarder un court extrait de cette bande-annonce du film Donner et recevoir qui sera projeté le 19 décembre au cinéma Le Fontenelle à Marly-le-Roi. Merci encore à vous deux. Merci à vous. Merci. Ça a été vraiment... Non, au début, je pensais que ça allait pas se faire. Non. Je partais tout doucement, quoi. Je m'étais résigné et je partais tout doucement. Quand on est en attente d'un organe, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est au point? Est-ce que ça va se faire aussi déjà? Est-ce qu'on va avoir la chance d'être sauvé? Est-ce qu'il va y avoir un donneur? Mais il y a un passage où on s'en veut même. On s'en veut de se dire j'attends que quelqu'un décède pour pouvoir être sauvé. C'est dur comme question. C'est quand même dur de penser à ça.
Économie à présent, consommer durable pendant les fêtes, c'est possible à Bazainville, à la ferme du Loup ravissant, comme c'est charmant. Le foie gras est produit de façon traditionnelle et en circuit court, une méthode que semblent de plus en plus apprécier les consommateurs, comme nous l'expliquent Olivier Maniscalco et Élodie Moine. Pascal Lecoq est producteur de foie gras à Bazainville. Ces produits, il les vend directement sur sa ferme, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Pas d'intermédiaire entre lui et ses consommateurs et un rapport direct avec ses clients pour expliquer ou faire visiter son exploitation. Chez lui, le foie gras est traditionnel, les canards sont nourris avec des céréales locales et du maïs entier produit et séché directement dans sa ferme. Un mode de fabrication qui permet un foie gras de qualité et les clients apprécient. Les gens aujourd'hui veulent savoir où ils achètent et ils ne veulent plus des transports interminaux dans des conditions plus ou moins douteuses. Et puis parfois des produits dont ce n'est pas réellement l'origine. Aujourd'hui, ils veulent savoir d'où ça vient et ils veulent que ce soit de la qualité et ils ont raison. Aujourd'hui, on est même approché de plus en plus par la grande distribution qui voudrait qu'on produise un peu, mais de toute façon, ce sera qu'un tout petit peu pour eux parce qu'on peut pas... On n'a pas les capacités de le faire et après on dévaloriserait notre produit si on se mettait à faire des quantités trop importantes. La qualité de son foie gras a cependant un coût. En moyenne, ces produits sont de 30 à 50% plus chers que dans une grande surface. En France, d'après l'Agence de l'environnement, les achats en circuit court représentaient en 2010 environ 7% des achats alimentaires. La Maison des Jeunes et de la Culture des Clés-sous-Bois a organisé ce week-end la 2e édition du Royaume du Jeu. L'occasion pour les petits et les grands, la formule est consacrée, de se retrouver autour de célèbres jeux de société juste pour le plaisir de jouer. Anthony Reich, Jonathan Villeman en ont profité pour faire une partie. C'était une invitation de croisade à travers les époques. Le Royaume du Jeu offrait aux Clésiens, petits et grands, une occasion de rêver de grandes batailles. Sur cette table, quelques joueurs se livrent une guerre de territoire, à la conquête d'abbayes, de prés ou de chemins. Pour tout joueur digne de ce nom, il faut évidemment posséder un certain talent pour remporter la partie. Il y a beaucoup de hasard, mais aussi beaucoup de stratégie. Par exemple, si je pioche cette carte-là, si je la mets là, je finis son château à lui, alors que ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je préférerais finir mon château à moi qui est là. Quelques tables plus loin, ce jeu d'équilibre, à destination des plus jeunes, était l'occasion de jouer avec les parents. Donc le principe c'est de choisir une couleur donc avec un dé et en plus si on tombe sur le vert on va tirer une paille verte mais il ne faut pas que le Ouistiti tombe. Donc celui qui gagne à la fin c'est celui qui a le moins de Ouistiti. Évidemment il y a toujours la satisfaction de ne pas faire tomber ce sacré Ouistiti lorsqu'on le retire une paille. Que l'on gagne ou que l'on perde, le plaisir de jouer prend toujours le pas au Royaume du Jeu. Chanter Noël, une tradition également antillaise. L'association Culture et Tradition d'Outre-mer n'a pas manqué ce rendez-vous. C'était samedi soir à Montigny-le-Bretonneux. C'est la page juin de votre livre. À l'entrée, on remet à chacun son livret de cantiques, le chanter Noël, une tradition antillaise qui perdure en métropole, comme ici à Montigny, par le biais de l'association Culture et Tradition d'Outre-mer, un bain de bonne humeur entre chansons traditionnelles, danses et plats typiques. C'est un moment de partage, c'est un moment de retrouvailles. Il y a également vraiment un petit rappel également de Noël, donc par rapport à la religion. Donc les chants sont à la fois païens et chrétiens. Il y a des chants spécifiques. Il y a également des chansons que l'on connaît ici, comme par exemple le fameux petit Papa Noël, mais il y a des couplets qu'on appelle des ritournelles, et ces ritournelles sont chantés en créole. Donc il y a vraiment un mélange de langues, de chants, de rythmes. Des chants, des danses et un repas pris en commun pour du fait maison autour de la préparation du jambon, des boudins, du pâté salé ou du fameux cochon roussi préparé avec du riz et des pois d'Angole uniquement récoltés pendant la période de décembre. Ça replonge dans l'ambiance des Noëls traditionnels, comme au pays. Ça rappelle des souvenirs. Faire voyager les gens, de garder un peu cette culture qu'on a
Et voilà, ça nous permet de nous faire connaître et de faire connaître notre culture. Mais je l'ai toujours fait, depuis étant tout petit, mes parents m'ont inculqué un peu la culture antillaise, malgré que je sois né ici. Et moi, je continue à véhiculer en fait ce petit passeport qu'ils m'ont donné. Et plus qu'une semaine à attendre avant Noël. En attendant, le journal revient demain à 18h, toujours en direct. Excellente soirée sur TV Fil.